Bonjour Patrick Abbat. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du Républicain Lorrain, ici au cœur de notre rédaction. Vous représentez devant nos caméras Jean-Luc Mélenchon, le candidat du Front de gauche pour cette élection présidentielle, à qui nous consacrons d'ailleurs ce matin dans le journal un reportage dans les coulisses notamment de son QG. Voilà. Justement, avant de répondre aux questions que nos lecteurs et nos internautes souhaitent vous poser via cet écran juste devant nous, un petit tour rapide de la campagne, de votre campagne. Un des soutiens de Jean-Luc Mélenchon rappelait ce matin dans nos colonnes que vous étiez crédité il y a un an de 3% dans les sondages. Que s'est-il passé dans l'opinion pour que les chiffres le situent aujourd'hui aux alentours de 15%? Ce qui s'est passé dans l'opinion, c'est que ce qu'on disait, ce que certains d'entre nous disaient depuis très longtemps, a de toute évidence obtenu un niveau de crédibilité qui a enclenché une espèce de cercle vertueux, des idées plus crédibles, donc des gens qui écoutent, et puis des gens qui se déplacent. Et en fait, je crois, une campagne en mouvement. Si on est passé de 3 à 17%, c'est parce qu'on a réussi à mettre en mouvement un certain nombre de gens, de citoyens, de responsables d'associations, de militants politiques qui étaient peut-être un peu perdus jusque-là et qui se sont retrouvés là, en marche. Et je crois que c'est ce mouvement, c'est cette marche qui fait qu'aujourd'hui, bon, ce ne sont que des sondages, mais qui de toute évidence fait qu'aujourd'hui nous avons effectivement sur l'opinion une certaine influence. Alors même si Jean-Luc Mélenchon ne veut pas que son nom soit scandé dans les meetings, comment expliquez-vous la ferveur qu'il déclenche, notamment dans les meetings? C'est pas tant que Jean-Luc Mélenchon ne veut pas que son nom soit scandé, c'est que dans ces meetings, les gens qui y vont n'y vont pas pour scander un nom. On n'attire pas, et d'ailleurs ça a été le ton de la campagne, après on a vu que les autres grands candidats ont essayé de faire pareil, mais on n'attire pas des dizaines de milliers de gens, je le répète, en marche, uniquement sur un nom, sur un visage, sur des qualités incontestables par ailleurs de tribun. Ces gens qui se déplacent, ils se déplacent pour exprimer un certain nombre d'idées, d'espoir aussi, que Jean-Luc Mélenchon, que l'équipe de campagne, que les militants à la base réussissent à catalyser. Donc moi je me félicite du fait que Jean-Luc Mélenchon soit dans cet état d'esprit, on ne scande pas mon nom, mais je crois que c'est tout le sens du mouvement et de la campagne. On est là pour faire avancer des choses, remettre enfin au cœur du débat politique de véritables alternatives, et je crois que ça fait du bien. Aurélie Filippetti était face à nos caméras hier pour le même exercice. Comme François Hollande, elle s'est montrée ferme, pas de négociation avec vous entre les deux tours. À quoi ressemblera la gauche justement après le premier tour? François Hollande ne s'est pas montré ferme en disant pas de négociation entre les deux tours. Simplement acter l'idée que nous avions, nous, dès le départ évoqué, qu'on n'était pas dans une démarche de marchand de panier, entre guillemets, de recherche de place, quelle qu'elle soit, et qu'on n'a pas à négocier, en tout cas pas entre les deux tours, on n'a pas à négocier des bouts de programme. Nous sommes sur des visions, pour plein d'endroits, qui sont heureusement convergentes à gauche, mais nous sommes sur des bases suffisamment différentes pour qu'entre deux tours, il n'y ait pas de miracle de négociation. Donc François Hollande dit ce qu'a dit Mélenchon, très tranquillement. Les gens vont devoir s'exprimer à ce premier tour. Il est important, ce premier tour, il ne faut pas le gommer. Et puis, on va choisir un président, j'espère qu'il sera à gauche, on fera tout ce qu'il faut pour qu'il soit à gauche. Et après, chacun fera son travail. Nous continuerons, nous nous sommes retrouvés, nous ne nous lâcherons plus, et nous ne lâcherons plus non plus cette volonté de proposer aux Français une véritable alternative. On pourra, je pense, je l'espère en tout cas, en parler. Eva Joly parle de vous comme d'une gauche folle qui promet tout. Moi, je voudrais savoir quelle est votre définition du Front de gauche? Pas une gauche folle qui promet tout. Nous ne promettons rien. Nous donnons des recettes pour essayer de régler les problèmes fondamentaux de notre société. Quand, par exemple, on nous dit le SMIC à 1 700 €, c'est une promesse folle, vous faites rêver. Non, ce n'est pas une promesse. On n'est pas un syndicat, on ne revendique pas quand on dit le SMIC à 1 700 €. On n'est pas dans une simple démarche de plus de justice, et c'est déjà très important. On dit que c'est indispensable de répartir de manière différente au départ les richesses qui sont créées. Si on veut tarir la source de profit financier et se défaire effectivement de ces marchés qui font la loi, il faut que les richesses créées aillent
au salaire, aille au prélèvement obligatoire, tout à fait naturellement. Et le SMIC, par exemple, à 1 700 €, Eva Joly pensait, entre autres, et principalement je pense à cela, ce n'est pas une promesse folle, c'est une condition indispensable pour proposer une alternative économique. Alors Patrick Abad, on va commencer notre séquence avec nos lecteurs par cette question signée Jean-Pierre sur la retraite. À tous les candidats, en fait, j'aimerais poser la question suivante, c'est jusqu'à quel âge pensez-vous repousser les limites de la retraite? L'âge de la retraite. Oh, bah, écoutez, nous c'est très clair. L'âge de la retraite, nous, on dit 60 ans. Bon, pas un dogme, c'est un principe. Aujourd'hui, où on a tellement de jeunes à faire travailler, tellement de gens qui souffrent d'être au chômage, on ne voit pas en quoi la solution de faire travailler plus longtemps est une solution au problème économique. Alors on nous dit l'équilibre des comptes sociaux. Mais l'équilibre des comptes sociaux, si on met plus de gens au travail et si on fait plus cotiser, il se fait de manière tout à fait naturelle. Je crois que là, on est sur des dogmes ultralibéraux, il faut casser les retraites, il faut casser le droit du travail, il faut déréglementer ce qu'on fait depuis 30 ans et qui nous amène là où on est, et on ne lâche pas. Donc pour nous, c'est très clair, aujourd'hui c'est 60 ans, parce qu'on estime que c'est largement suffisant d'avoir travaillé longtemps et qu'il y a du travail à donner à des gens qui en ont besoin, et qu'une fois 60 ans, on peut aspirer à un peu de tranquillité. Après, ceux qui veulent travailler plus, ils pourront toujours travailler plus. Mais à 60 ans, on doit pouvoir aspirer à une fin d'activité professionnelle. Viviane s'intéresse maintenant à la question de l'emploi, justement. Je voudrais savoir qu'est-ce que le président fera pour que les jeunes puissent éventuellement trouver du travail. Eh ben déjà, je viens de dire, faire partir à la retraite ceux qui ont déjà assez travaillé. Et puis surtout, mettre en place une économie qui ne soit pas uniquement le résultat de choix à court terme, mais qui se détermine par rapport à des intérêts, des objectifs à long terme. Je prends pour notre région 3 exemples. Celui de la sidérurgie avec Florange, où il ne faut pas grand-chose, quelques dizaines de millions d'euros, pour mettre en place un outil comme Ulcos, qui rendrait notre sidérurgie tout à fait compétitive, même si le terme, on peut le discuter, et qui nous permettrait de garder de l'emploi industriel. Je prends le site de Gandrange et toutes les promesses qu'on a pu faire. Aujourd'hui, Gandrange importe de la matière première, en fait, qui consiste en de la ferraille, tout simplement, alors que nous exportons toute notre ferraille. On pourrait très bien à Gandrange, dans le cadre d'un choix de politique industrielle, mettre tout simplement en place une aciérie. On conforterait ainsi la minoire et on créerait des emplois. Autre exemple, Skylander. On n'est plus là sur les traditionnelles industries lorraines, mais sur l'aéronautique. Qu'est-ce qu'il nous manque pour qu'un produit dont personne ne conteste la qualité, dont personne ne conteste le marché, qu'est-ce qu'il nous manque pour que ce produit se fasse en Lorraine ou au moins en France? Quelques dizaines de millions d'euros, l'implication des grands groupes nationaux. Donc c'est d'une politique industrielle, d'une volonté industrielle qui doit émaner de l'État et des grands groupes nationaux, dans lesquels souvent l'État est actionnaire, qu'il nous faut, et non pas la réponse au marché financier. La question d'Emmanuel concerne maintenant l'éducation. Que souhaitez-vous faire pour le monde de l'éducation, tout en sachant que les moyens qui sont aujourd'hui alloués sont toujours de plus en plus bas? Je crois, mais là c'est pas original en tout cas de le dire, que l'éducation, ça doit être la première préoccupation d'un pays développé, d'un pays d'une manière générale. Quand j'entends des propositions d'équilibre des dépenses publiques, de nécessaire austérité plus ou moins juste, je pense qu'on ne peut pas faire autrement que d'économiser aussi, si on a ces idées-là, dans ce qui est une des plus grandes dépenses, j'aime pas le mot dépense, je préférerais dire investissement, un des plus grands investissements du budget d'État, l'éducation. Je pense qu'il faut mettre en place des moyens bien plus importants que ceux qui sont actuellement mis en place. Bien sûr, arrêter de manière claire, nette et définitive cette folie qui consiste à ne pas remplacer un enseignant sur 2 qui part à la retraite. Les classes sont surchargées, les professeurs font des heures supplémentaires, c'est tout à fait ridicule. Et il faut, à mon sens, je suis enseignant d'origine, je crois que l'essentiel qu'on peut faire de bien
quelles que soient après les idées sur les programmes, la façon de travailler, tout ça, ça peut se discuter. Mais on doit avoir un objectif il doit être clair, c'est alléger le nombre d'élèves par classe. Question d'Edith maintenant sur le pouvoir d'achat. Qu'en pensez-vous, et si ça vous fait de la peine ou quelque chose, quand vous voyez des gens retraités qui ont travaillé toute leur vie, qui n'ont pas de quoi s'acheter la fête du mois à manger? Retraite et pouvoir d'achat. Très clair, retraite et pouvoir d'achat, j'ai déjà dit. Le SMIC à 1 700 €, c'est une nécessité, et pas seulement par souci de justice ou par humanité, c'est une nécessité économique. Et quand on dit le SMIC à 1 700 €, c'est bien sûr en décalage forcément une augmentation de l'ensemble des salaires bas et des salaires moyens. Et c'est possible. Ce qui n'est pas possible, c'est de vivre aujourd'hui avec un SMIC à 1 000 €, quand on a la chance d'avoir un SMIC à 1 000 €. Parce que la plupart du temps, les gens travaillent à quart-temps, à mi-temps, à temps partiel, de manière très précaire, et ils n'ont même pas le SMIC à 1 000 €. Donc ça, c'est pas possible. C'est un élément essentiel de notre proposition économique, et je le répète parce que c'est une nécessité, il faut répartir les richesses à la base. Et nous sommes aussi pour une limitation des salaires. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. On manque d'éthique, on manque de morale. Il n'y a pas de moralité à gagner 50, 100, 1000 fois plus dans une entreprise, parce qu'on a été une fois PDG, que le plus bas des salaires. Alors Julien, et le nucléaire maintenant. Quel que soit le candidat élu, y aurait-il plus de transparence vis-à-vis du nucléaire, vu tous les incidents qui se sont déroulés ces derniers temps? Le front de gauche est très clair par rapport au nucléaire. On ne peut pas, et c'est très clair aussi, dire maintenant du jour au lendemain on va arrêter. Après, on peut tergiverser 10 ans, 15 ans, 25 ans. Bon. Par contre, on a une responsabilité citoyenne par rapport au nucléaire, et on l'exprime très clairement, nous, en s'engageant à mettre en place un grand débat public qui finira par un référendum. Là, ça vaut le coup. C'est une vraie question de société sur ce qu'on fera du nucléaire en France, et ce sont les citoyens qui le détermineront. Alors, un dernier mot, si votre candidat était élu président de la République, quelle serait sa première décision, Patrick Abad? Je pense que sa première décision, ce serait de mettre en place des mesures simples, comme celles que j'ai expliquées par rapport au SMIC, et de mettre en place une constituante. On n'en a pas parlé, mais je pense que nos institutions ont besoin d'être un tout petit peu rafraîchies, que ce système présidentiel est passé de temps. Il est temps de faire autrement de la politique et de mettre autrement l'ensemble des citoyens dans le coup. Les citoyens ont envie de marcher, ont envie de s'approprier, ont envie de prendre le pouvoir. Cette Ve République ne le leur permet pas. Par contre, la campagne de Mélenchon leur a permis, et j'en suis très, très fier et très content.